Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Education. Smart Education, votre rendez-vous quotidien dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la nouvelle génération. Il y a quelques semaines, le département de l'université de Cambridge, spécialisé dans l'enseignement de l'anglais, a organisé la fête de l'anglais, un événement permettant de promouvoir l'enseignement de la langue. Alors que l'anglais est de plus en plus nécessaire pour exercer un métier, nous allons voir avec Cécile Loyer, qui est responsable de la communication de Cambridge en France, comment faire progresser les élèves de l'enseignement primaire jusqu'au secondaire pour qu'ils puissent être à l'aise avec la langue dans le monde professionnel. Cécile Loyer, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ça. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner un petit cadre autour de Cambridge? Qu'est-ce que c'est? C'est une association? Bonjour. Oui, en fait, c'est un département de l'université de Cambridge. Donc, dans l'université de Cambridge, il y a l'enseignement qu'on connaît bien, où on étudie à l'université, et puis des départements non enseignants auxquels nous appartenons. Donc, nous sommes spécialistes de l'enseignement de l'anglais dans le monde, à la fois avec des méthodes et de l'évaluation linguistique, l'évaluation des niveaux d'anglais. On travaille avec des ministères, des écoles, des gouvernements un peu partout dans le monde. D'accord, implanté dans chaque pays dans le monde. Exactement. Super. Et donc là, c'était d'après ce que j'ai lu, la 4e édition de la fête de l'anglais. Alors j'ai lu qu'il y avait une progression dans le nombre d'inscrits, une progression de 20%. Comment vous voyez cette progression? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une fête de l'anglais aujourd'hui alors que c'est quand même une langue qu'on voit partout? Alors justement, c'est parce qu'on le voit partout, on reçoit de très nombreuses informations à ce sujet et les apprenants, les enseignants ont besoin d'un peu démêler de ressortir vraiment les bonnes pratiques concernant l'apprentissage et l'enseignement. Donc on avait par exemple des conférences au sujet avec un panorama des ressources gratuites sur Internet. On travaillait avec le British Council. Le British Council a donné son avis sur les différentes solutions proposées. On pouvait avoir le ministère qui communiquait aux parents et aux enseignants les nouveautés concernant l'enseignement de l'anglais en France, en primaire et en secondaire. Parce que c'est encore nécessaire de démontrer que l'anglais est fondamental dans le monde professionnel? Alors, en fait, on a fait un petit raccourci. C'est pas la promotion de l'anglais, c'est la promotion des bonnes pratiques d'enseignement et d'apprentissage de l'anglais. D'accord. Et alors, quel bilan vous tirez aujourd'hui? Quel regard vous avez sur le niveau des élèves en France aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est un cliché, hein, on est à la traîne, mais c'est vrai. En fait, les derniers chiffres datent de 2013. C'était le Conseil de l'Europe qui nous a demandé d'évaluer le niveau d'anglais, à nous, Cambridge. 2013, c'est assez vieux quand même. Oui, c'est assez vieux, dans toute l'Europe. Et les Français étaient les derniers. En revanche, bientôt, il y aura une nouvelle comparaison possible puisque Cambridge a été retenu pour PISA. Donc, pour la première fois, dans PISA, il y aura l'évaluation du niveau d'anglais qui sera faite par Cambridge. Et ce sera à quelle année? C'est en 2025. D'accord, donc ça nous laisse quand même une grande marge. Mais quand même, depuis 2013, il s'est passé beaucoup de temps. Vous avez quand même un peu plus de chiffres ou au moins une... Oui. Je vous en prie alors. Oui, en fait, les tout derniers chiffres qui ont été publiés, c'est ceux du ministère concernant un test qu'ils ont mis en place en fin de 3e, qui est Evalang. Et on ne testait que la compréhension écrite et la compréhension orale, donc 2 des 4 compétences langagières, puisqu'il y a aussi l'expression écrite et l'expression orale. Bien sûr. Et sur la compréhension écrite et orale, il n'y avait que la moitié des élèves qui atteignaient le niveau A2, qui était souhaité en fin de 3e. Les niveaux, je vous réexplique un peu peut-être. A1, A2, B1, B2, C1, C2. D'accord, oui, ça c'est... On commence par le A1. Il faut normalement on le possède en fin de 6e. D'accord. Le A2 en fin de 3e, le B1 en fin de seconde et le B2 au baccalauréat. Voilà, donc fin lycée, on vise le B2. On vise le B2. Nos estimations, c'est qu'il n'y a que 20% des bacheliers qui ont ce niveau. Ce qu'on voit, c'est que, en revanche, lorsqu'on fait plus d'anglais, avec des motivations peut-être un peu différentes, par exemple avec l'enseignement d'une autre matière que l'anglais
partiellement en anglais. C'est ce qu'on fait donc là, on va en changer section de européenne. Sujet, mais ça va être avec le vocabulaire anglais. Exactement. Donc les élèves, si vous voulez, se rendent compte que ce n'est plus une matière un peu abstraite, qui passe par la grammaire, avec une théorie, etc. C'est ça, mais que c'est véritablement une langue de communication, puisqu'on enseigne une autre matière en anglais. À ce moment-là, ils sont beaucoup plus réceptifs. Et donc, nous, on évalue... on a un contrat avec le ministère, les élèves de section internationale, européenne et tous ceux qui font une option anglais. Et on voit qu'ils sont plus de 60% à atteindre le niveau B2. Et en particulier, ils sont 80% pour l'expression orale. Donc on dit... ça, ce serait lié avec justement cette génération qui regarde beaucoup de séries télévisées, Absolument. de réseaux sociaux. Et ça permet de progresser l'expression orale anglaise. Alors, ils ont beaucoup progressé en compréhension orale, bien sûr, grâce aux séries télé, par exemple. Et ils progressent en expression orale. Et ça, c'est les efforts de pédagogie, vraiment dans les programmes du ministère, puisqu'on met l'accent sur l'expression orale. Et moi, j'ai plus de 50 ans. Quand j'étais au lycée, on était tous complètement inhibés et on ne voulait pas parler en classe. C'est très, très différent aujourd'hui. Les élèves n'hésitent pas à s'exprimer parce que les enseignants ont bien compris qu'il ne fallait plus montrer du doigt les erreurs, mais laisser les élèves s'exprimer. Même s'ils faisaient des erreurs, c'était ça qui était important, c'était qu'ils parlent. Et c'est ça que vous allez promouvoir aussi dans la fête de l'anglais, c'est une pédagogie qui est plus axée sur l'oral, l'expression orale. Absolument. Donc, ce qu'on veut, c'est que n'y ait plus que des compétences un petit peu théoriques, de connaissance de la langue qui soient promues, mais bien toutes les compétences. Ce sera ça le premier frein à l'apprentissage, c'est que c'est cantonné à de la théorie, à des cours sur papier qui sont peut-être beaucoup moins accessibles pour des très jeunes, surtout les plus jeunes. Alors, exactement. Exactement. En fait, nous, ce qu'on identifie aujourd'hui comme étant un frein, c'est le premier degré. C'est très bien d'avoir mis en place l'anglais dès le CP. Maintenant, c'est théoriquement 20 minutes par jour d'anglais, souvent regroupés en 1h30 par semaine. Et chez les nouveaux enseignants qui ont été aussi recrutés avec un niveau d'anglais B2 minimum, les pratiques s'améliorent. Mais chez les anciens enseignants, ils ne savent pas enseigner l'anglais. Et même les plus jeunes, d'ailleurs, ne savent pas nécessairement enseigner l'anglais. Ils ont le niveau d'anglais qu'il faut, mais ne savent pas nécessairement bien l'enseigner. On connaît bien l'enseignement de l'anglais nous-mêmes parce qu'on fait une certification qui s'appelle le CELTA, qui permet à des anglophones d'aller enseigner l'anglais partout dans le monde. C'est une chose de connaître sa langue, c'est autre chose de savoir l'enseigner. Et la pédagogie serait donc différente avec une autre matière. Non, mais je veux dire, là, vous dites que les enseignants ne savent pas enseigner, c'est-à-dire que la pédagogie anglo-saxonne pour apprendre l'anglais, pour vous, est meilleure que celle qui serait appliquée par les enseignements français en France? Alors en fait, un enseignant qui est de niveau B2, il a appris, je parle du premier degré, un professeur des écoles, il a appris à enseigner la lecture, les mathématiques, les sciences, etc. Et on n'enseigne pas l'anglais comme on enseigne ces matières-là. D'accord. Puisqu'en fait, on le voit, c'est important de parler. Alors que dans une classe, l'enseignant va faire en sorte que tout le monde soit bien calme, silence. C'est important de jouer. Et c'est important de parler anglais, même si les élèves ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai moi-même assisté l'enseignante de ma fille. Elle me faisait intervenir dans sa classe parce qu'elle n'avait pas le niveau. C'était une enseignante pas très loin de la retraite. Et elle voulait traduire tout ce que je disais. Je lui disais, mais non, c'est pas grave s'ils ne comprennent rien. Je leur racontais Boucle d'or et les trois ours. Eh bien, elle voulait traduire derrière moi, mais non, ils connaissent l'histoire. Et ce qui est important, c'est qu'ils entendent ils entendent les mots et qu'ils raccrochent à ce qu'ils connaissent. Mais justement, le plan langue vivante qui est mise en expérimentation depuis 2 ans, propose de donner des cours pour des encore plus jeunes enfants. Est-ce que vous trouvez ça positif ?
Oui, alors ce qui est important déjà pour un petit, c'est qu'il comprenne qu'il y a d'autres langues que la sienne, déjà. Alors, on a un pays où il y a de l'immigration, où des enfants, souvent, connaissent une autre langue que la leur, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne le savent pas. Et puis ensuite, qu'ils soient exposés à des sons différents de leur langue, parce que ce que montraient les linguistes, c'est qu'à partir de 7 ans, on se débarrasse de sons inutiles pour sa propre langue. Donc finalement, on n'arrive plus à les entendre ni à les reproduire. Donc c'est ça qui est bien à l'école maternelle, c'est qu'on entende ces sons et qu'on promeuve, qu'on explique aux enfants qu'il y a d'autres cultures et qu'il y a des gens qui parlent d'autres langues que le français. Vous disiez qu'à la fin du lycée, il fallait atteindre le niveau B2. Est-ce que ça, c'est un niveau suffisant pour l'appliquer dans le monde professionnel? C'est un niveau suffisant pour... On appelle ça un niveau de survie pour se débrouiller, en fait. Mais ce n'est pas un niveau qui va suffire pour négocier, pour vendre. Lorsqu'on travailler avec l'anglais. Voilà. D'ailleurs, les universités à l'étranger, quand on veut poursuivre ses études à l'étranger, demandent un niveau C1. D'accord. Et du coup, vous conseillerez d'utiliser peut-être le compte professionnel de formation pour progresser, ou alors de faire des cours peut-être du soir ou en parallèle de ces études qui puissent vraiment nous faire progresser pour pouvoir vraiment l'utiliser après? Absolument. Aujourd'hui, avec le confinement qu'on a connu, se sont beaucoup développés des organismes de formation à distance, en tout cas des cours d'anglais à distance, avec des locuteurs natifs d'un peu partout dans le monde. Donc il y a une pléthore d'offres et on a intérêt à faire ça, effectivement, avoir des cours one-to-one avec des enseignants n'importe où dans le monde, déjà de conversation, c'est très utile. Alors quand on prépare une certification, c'est encore mieux. Parce que c'est une motivation, c'est une carotte. Et puis après, on peut s'en servir aussi sur son CV, évidemment. Et justement, c'est ce qu'a bien compris le ministère du Travail et France Compétences, puisqu'aujourd'hui, quand on fait un CPF d'anglais, ça se termine toujours par une certification d'anglais. Donc ce seraient les critères à retrouver, ce serait pour choisir une formation, ce serait qu'il y ait une certification et être avec un natif. Oui, ça peut. Souvent, les organismes font ce qu'on appelle le blended, donc proposent des méthodes qui permettent de travailler de son côté son anglais et d'avoir régulièrement des rendez-vous avec un enseignant, effectivement. C'est encore mieux, effectivement, s'il est natif. Et de toute façon, ça se termine toujours par une certification. La certification qu'on fait, nous, s'appelle LinguaSkill. Et donc, elle est référencée dans le répertoire spécifique de France Compétences. Et c'est nous-mêmes qui habilitons des organismes pour préparer à LinguaSkill. Donc, on peut être sûr, quand on choisit un organisme habilité, de toute façon, qu'il sera de qualité. Merci beaucoup Cécile Loyer. Je vous rappelle, vous êtes responsable communication de Cambridge en France. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'enseignement d'anglais. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation.